Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, c'est reparti, merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette année. Alors, on vous annonce aujourd'hui, nous sommes le 23. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous serons le 31 et nous avons décidé de consacrer ces 2 dernières émissions à l'actualité qui aura marqué l'année à travers, encore une fois, les yeux et les oreilles de nos journalistes ici présents. Alors, pour moi, 2015, ce qui m'a marqué le plus, c'est la fin d'une école de sciences politiques algérienne. Il y a un courant, il y a une école de sciences politiques algérienne dont les 2 principales figures sont Louari Addi et Mohamed Hachmaoui. Cette école, on va se situer une fois sur une mission particulière, donc sur le terrain des idées. Bien. Cette école a développé l'idée que le système politique algérien est organisé autour d'un pouvoir de façade, qui n'a pas le vrai pouvoir, et d'un pouvoir informel, caché, qui a le vrai pouvoir et qui est incarné par le DRS. Et, bon, on a construit une explication du fonctionnement du système politique algérien. 2015, c'est l'année où cette école s'effondre. Ça, c'est le premier événement. L'autre événement, c'est que le Houari Addi et Mohamed Hachmaoui ne savent pas que cette école s'est effondrée, puisqu'ils ont encore signé très récemment des papiers qui nous expliquent que tout ce qui s'est passé depuis le 4e mandat, c'est le DRS qui est aux baguettes. C'était un peu le Abd Sharif de 2014 qui nous expliquait aussi que le 4e mandat, c'était un montage, que c'était le DRS qui était derrière, que tout le monde était d'accord, de toute façon. Et si je dis ça, c'est parce que je veux souligner combien le mythe de la toute-puissance du DRS est fort et il résiste, y compris à la chute du DRS. Bon. Tu partages, Abed? Non, moi je parle de mon année 2015, de la manière dont je la vois. C'est une année, je retiens d'abord que c'est une année perdue. Et je retiens surtout que c'est une année durant laquelle un pays, une fraction d'un pays, continue à entretenir l'illusion à propos de fausses solutions. On continue à proposer des fausses solutions politiques, des fausses solutions économiques, comme si tout ce temps perdu, tous les gaspillages des années perdues n'a absolument servi à rien. Ça reviendrait à dire que c'est une crise non féconde, en fait. J'allais dire cette régression féconde. Est-ce qu'on peut y croire encore? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce qui t'a marqué? Positif? Écoute, Ersan est un peu trop catégorique sur l'effondrement de la pensée qu'il caricature, à mon avis. Je ne sais pas, mais qu'il caricature. Aujourd'hui, Toufer n'est plus responsable du DRS, mais la police politique est toujours là. Le régime algérien fonctionne sur des leviers de répression et de corruption. Tu as ces 2 leviers-là, ils n'ont pas disparu parce que Toufer a été mis à la retraite. Et donc, le fondement même de l'analyse reste tenable. Mais au fond, c'est pour ça que je peux dire que cette année, pour moi, c'est la même longue route de l'impasse où on y était, et on est toujours à l'intérieur du régime. Le départ de Toufer est important, mais ce n'est que l'écume. Le régime reste fondamentalement bloqué, il ne bouge pas, la société n'arrive pas à trouver une solution alternative, et on est dans cette impasse-là, incapable d'en sortir. Voilà. Pas plus, parce qu'on va développer pendant toute cette émission. Sid Ahmed, ton regard sur l'Algérie peut-être, et sur le monde, particulièrement peut-être le Moyen-Orient, où tu t'es beaucoup déplacé cette année. Oui, vu de l'extérieur, on n'arrive pas à comprendre la politique algérienne parce qu'elle est devenue une politique non pas bâtie sur des mouvements ni des partis politiques, mais plutôt sur des personnalités. Et c'est des personnalités, je dirais, comme des saltimbanques, comme c'est clownesque, c'est un peu du cirque. Et on n'arrive pas
à comprendre comment va évoluer ce pays parce que il s'est arrimé à des personnages et des personnages qui eux sont des bons vendeurs, ça veut dire font du marketing, occupent de l'espace, ont un carnet d'adresses, ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'on appelle des tudjars de politique, des vendeurs de politique. Et c'est très dangereux parce que chacun a son officine. C'est pour ça que quand Al-Qadi parle d'école, je vois pas où est cette école de la politique algérienne. Concernant, bien sûr, moi j'ai un peu approché le Proche-Orient, j'ai suivi un peu les révolutions arabes qui ont donné le chaos d'aujourd'hui et pour moi, il y a un acteur qui s'impose, c'est Daesh, et je dirais même, on vit une daeshisation du monde et de la politique internationale. On ne connaît pas qui est Daesh, combien ils sont, est-ce qu'ils représentent réellement un État, est-ce qu'ils sont un État, mais ils occupent un peu le débat international. Ok. Sid Ahmed, Hassan Haddouche. On va parler économie. Moi, je voudrais insister sur ce que j'appellerais le virage économique du gouvernement, de l'exécutif algérien. Donc, j'aurais pu dire. Je crois que tu vas avoir des détracteurs. Il y a 3 mois ou 4 mois, j'aurais pu dire la même chose que Ahmed Charef ou que notre ami Saïd. J'aurais pu dire qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, il se trouve que au cours du dernier trimestre, il y a des signes convergents, disons, qui sont pas seulement contenus dans la loi de finances 2016, mais dans d'autres annonces aussi, donc d'autres chantiers qui sont mis en place, disons, qui traduisent un infléchissement très, très net de la politique économique du gouvernement. Donc, pour reprendre la métaphore qui a été utilisée par nos collègues, moi je dirais pas qu'on est dans une impasse, je dirais que j'aperçois de la lumière au bout du tunnel. Ah, c'est joli. Bon. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ça me plombe du coup, parce que moi j'étais partie sur une année où il s'est pas passé grand-chose. Alors, je vais pas en dire beaucoup. Je ne vais pas parler du moral des Algériens. Je vais te céder la place, Saïd Jafar. Première halte lors de cette émission, c'est 18 rue de l'Impasse. Je vous assure que ça ne vient pas de moi. C'est son humeur ce matin. Et Saïd Jafar va nous expliquer. J'ai écrit le lendemain à la veille du 17 avril, en disant que après l'élection, on sera au 18 rue de l'Impasse et je pense qu'on y est toujours dans cette rue de l'Impasse. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous est offert, c'est des crépages de chignons à l'intérieur du régime. Et d'ailleurs, les seconds couteaux sont dans la courgeoie. C'est du niveau, à mon avis, on n'a pas atteint ce bas niveau comme on voit là sur certaines chaînes de télévision, etc. C'est un régime qui est en train de se manger à l'intérieur. Les gens qui sont à l'intérieur du régime sont en train de se manger. Et la grosse question que nous nous posons, est-ce qu'ils vont bouffer l'Algérie avec? C'est une vraie question parce que l'enjeu, c'est-à-dire on nous offre tout faire, une constitution qu'on va changer. Il paraît qu'un ministre aurait dit même à des hommes d'affaires, on vous a enlevé le DRS. Ça a fait rire tout le monde. Non, parce que on est dans un simulacre. Le fond du problème, c'est que ce régime-là est arrivé à bout depuis très longtemps. Il a eu une survie à cause de la guerre civile en 90, un peu de survie encore à cause de l'argent du pétrole durant les années 2000. Aujourd'hui, il y a cette impasse-là qui se pose. Et comment négocier ce virage? La vraie question est là. Il n'y a plus personne à l'intérieur du régime qui peut prétendre guider la réforme. Parce que la question est là. On doit éviter la réforme. Plus personne à l'intérieur du régime n'a ni le charisme, ni la volonté, ni la capacité de mener la réforme. La solution serait de revenir au pays et de discuter réellement de la construction d'un État. Nous n'avons pas d'État. Le malheur qu'on doit dire en 2015, en cette fin de 2015, on a des pouvoirs, on a une armée, on a une police, mais on n'a pas d'État. Autrement dit, en une phrase, il ne s'est pas passé grand-chose cette année. On n'a pas beaucoup évolué et on en est encore à cette déprime, à s'interroger, à se demander l'héritage de la succession. Est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être repris Quand on voit le tableau que décrit Saïd Jafar, on est amené à se poser la question à quoi ont pensé les décideurs lorsque
quelque part à la fin de l'année 2013, ils ont décidé de rempiler Bouteflika pour un 4e mandat. Comment ils en sont arrivés à prendre cette décision? Parce que il était tellement évident pour nous, déjà à l'époque au CPP, que c'était insoutenable, dans le contexte d'un prix du pétrole qui était à $100, dans le contexte d'un pays qui croyait encore à la possibilité d'améliorer son niveau de vie, etc., etc. Dans ce contexte-là, on était d'accord pour dire que c'était insoutenable. Évidemment, ce paramètre a disparu, la situation s'est complètement inversée. Comment ont-ils pu prendre cette décision? Moi, je pense que il y a lieu aujourd'hui pour l'analyse de l'évolution, etc., de revenir à ce moment, ce péché originel. Comment ont-ils pu laisser faire cela? Peut-être faut-il revenir à la bonne vieille analyse marxiste, se dire que ce statu quo actuel, c'est une phase donc d'attente dans un pays où, disons, les oligarques, le capital n'est pas assez puissant pour prendre le pouvoir, où les classes populaires laminées, désorganisées, écrasées, ne sont pas suffisamment bien organisées pour essayer de garder un pouvoir qu'elles sont supposées avoir détenu pendant un moment, et que les classes moyennes sont trop dispersées entre des idées, bien qu'elles soient elles sont assez nombreuses. La classe moyenne s'est considérablement élargie. Elle essaie de creuser des piscines, la classe moyenne, ces derniers temps. Oui, mais entre la classe moyenne, si tu veux, capitalisme halal type Hamas, moderniste, branché vers l'Europe, sur le monde, il y a beaucoup de divergences, et donc il y a une espèce d'équilibre de ces forces-là, et ça donne Bouteflika. Voilà, ça donne Bouteflika, parce qu'il faut attendre qu'une classe émerge et décide de prendre le pouvoir, ou bien soit en mesure de le faire. Mais quand cette classe va émerger, quand le peuple va bouger, où on place le curseur jusqu'à ce que le fameux Sha'b dit « il y en a marre ». Jusqu'où? Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui le pétrole est en train de se casser la figure, qu'on ne peut plus acheter la paix sociale en sortant des milliards? Historiquement, il y a une corrélation entre la baisse des revenus pétroliers et les tumultes sociaux. 88, c'est 2 ans après la chute des prix du pétrole. Il y a une corrélation, et on peut raisonnablement faire la même projection, parce que si le pétrole continue à baisser et les ressources baissent, il faudra à un moment arbitrer. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans 2 ou 3 ans. Et à mon avis, dans la balance, ils vont arbitrer plutôt en faveur des classes dominantes que des classes populaires. Et à ce moment-là, on entrerait dans une autre discussion. Cette année 2015, on n'a pas beaucoup cru à l'opposition. Je suis moins optimiste que toi, moins catégorique que toi, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'arbitrage à faire. Il faudra écraser un peu tout le monde. Si le prix du pétrole se maintient à $30, c'est pas uniquement le peuple qui devra faire des concessions sur son pouvoir d'achat. Les riches seront obligés d'admettre qu'ils vont gagner moins d'argent. Moi, j'ai une remarque à faire là-dessus, sur cette question. Rapidement, alors, en 2 mots. Bon, je pense qu'on est dans une période de crise économique grave. Bon, c'est une crise qui touche particulièrement les pays pétroliers comme nous. Bon, c'est une crise qui n'a pas été voulue par le pouvoir politique algérien. Il n'a pratiquement aucune prise sur, disons, les ressorts de cette crise. Bon. À mon avis, on a un problème, nous, par rapport à cette crise. On n'a pas un problème au niveau de l'exécutif. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, peut-être. Il y a une prise de conscience au niveau de l'exécutif. Je pense que moi, je suis plus sceptique à propos de la réaction, disons, de la classe médiatique et de la classe politique, en particulier de l'opposition. Moi, je voudrais dire une ou 2 choses claires là-dessus. Je considère qu'il y a des hommes politiques en Algérie qui ont réagi de façon responsable, qui réagissent aujourd'hui de façon responsable. Je peux donner des noms. Hein. Quelqu'un comme Ahmed Ben Bitour, je trouve que c'est quelqu'un qui réagit de façon tout à fait responsable. Je vais ajouter... Il est dans l'opposition. Je parle des hommes politiques d'opposition. Ouais, je parle de l'opposition. Il y a un instant, tu as dit l'opposition n'est pas responsable. Non, je dis, voilà, je parle des hommes politiques d'opposition. Je ne parle pas de ceux des hommes politiques de la majorité dont le langage est contraint. Disons, je parle des hommes politiques d'opposition.
Je considère que quelqu'un comme Ahmed Ben Titour se comporte comme un homme d'État responsable. Je considère que les leaders du RCD, en particulier M. Belabès, s'est exprimé de façon claire en appelant à la responsabilité face à la crise financière, en disant qu'il faut abandonner les langages les langages populistes et démagogiques. Bon, je considère aussi, je voudrais le souligner, que le langage tenu par, disons, le parti de M. Ali Benflis, disons, est tout à fait démagogique, populiste, indigne de la situation actuelle. Je veux dire, les propos qu'il a tenus sur la loi que son parti a tenu à plusieurs reprises, sur la direction de son parti, en se réunissant 2 fois de suite, en disant que la loi de finances 2016 était antinationale, antipopulaire. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont même déploré. J'ai lu pour une fois dans le texte, ça m'intéressait. J'ai lu le communiqué que je reçois de Talaïa Al-Hurriya. Et ils ont critiqué certains aspects, mais ils ont déploré que les coupes n'aient pas touché plus le budget de fonctionnement. D'ailleurs, on aurait dû le reprendre à Maghreb émergent. Les coupes, ils considèrent qu'on aurait dû moins enlever du côté du budget d'équipement et rééquilibrer. Ils n'ont pas dit que la loi de finances allait affamer le peuple algérien. C'est des formules qui ont été reprises par la presse. J'aimerais qu'on évite aujourd'hui, parce qu'il faut pas perdre de vue que nous sommes à la fin de 2015 et je voudrais qu'on évite toutes les déclarations éventuellement politiques qui ont été faites jusque-là et se concentrer sur on fait plus de cuisine partisane, hein, mais la question je en homme d'État et d'autres non. Voilà, je ne parlais pas de toi, Hassan. Je voulais simplement en arriver à la question de l'héritage de la succession aujourd'hui est tel que c'est le flou si le président de la République continue ou poursuit son mandat jusqu'au bout. C'est aussi le flou si demain son mandat arrive à terme. Je voudrais vous entendre là-dessus rapidement avant qu'on passe à un autre sujet qui vous tient à cœur. Abed. C'est... Fin 2015. J'avoue que... Ouais. Non, moi ce que je peux retenir pour aller sur un thème un peu plus costaud, dans cette situation où on est englué, visiblement la question de la succession devient centrale. C'est pas par les enjeux qu'elle implique, mais qui succédera à Bouteflika. De la réponse à cette question dépendent énormément de choses. Un pays n'a pas le droit de cristalliser son existence politique sur un détail pareil. C'est pas possible. C'est une situation très grave à laquelle est arrivé le pays. Je note ensuite que on est en pleine illusion. Tout ce qu'on a vécu, tous les drames qu'on a vécu, tous les échecs n'ont servi à rien. Que nous propose aujourd'hui le président Bouteflika pour sortir de la crise? Il nous propose une nouvelle constitution. C'est complètement ridicule. On a une constitution qui n'est pas appliquée, on se demande à quoi elle sert, et on veut sortir de la crise par une constitution. Donc il y a ça. Il y a d'un autre côté un gouvernement qui a mis 2 ans pour se rendre compte qu'il y avait une crise pétrolière. Ça va, 2 ans, bon. Que les prix du pétrole ont baissé, qu'on va manquer d'argent à terme. Il aurait fallu que si on était des gens un tout petit peu intelligents, le gouvernement rentrait chez vous, je ramène les gens de Nebni qui avaient prévu cette crise et proposé une démarche alternative pour faire face. Que fait ce gouvernement aujourd'hui? Il pense régler la crise par des problèmes techniques, par des mécaniques d'élimination des subventions, d'évaluation du dinar, en rognant, enfin, uniquement par des mesures économiques et techniques. Là, c'est pas seulement une illusion. Là, c'est la crise grave avec l'écroulement en vue, avec les émeutes, etc. Parce que on ne peut pas prendre de telles mesures sans un accompagnement politique très très costaud. Et ça, visiblement, on va y aller. On est en train d'y aller allègrement. Et on va voir ce que ça va donner. Effectivement, c'est une vraie question, c'est une question de fond. On peut faire de manière technique, on augmente de 10 dinars le carburant, ça pose pas de problème. Ça restera toujours moins cher qu'en Tunisie, au Maroc, de très loin. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est que on a
un système politique qui a totalement, il faut le dire, totalement pourri les esprits. La notion du travail est déglinguée. Le travail, c'est pas dans la mentalité des gens. Or, aujourd'hui, il faut remettre les gens au travail. Il faut que les comptes soient rendus, il faut qu'un sou dépensé soit justifié, et tout cela implique un changement où au premier grappe, on doit introduire du droit partout, et du droit qui se respecte. Ce n'est pas juste du droit opposable aux citoyens, mais pour lequel les autres ne sont pas déjustifiables. Et on est un peu dans le truc cocasse, où on a un général aujourd'hui qui en appelle au droit. Il est arrêté, il est mis en prison, il découvre lui-même qu'on n'a pas respecté ses droits. En réalité, un des grandes failles, un des grands problèmes, une des grandes choses à reconstruire, c'est un État de... Nous sommes partis poser la question à un général à la retraite, au fait des rapports de force, de ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir, de demander la question, quelle est votre lecture de ce départ? Et il nous avait donc expliqué que... pour lui, si le président Bouteflika était maître de ses moyens, il n'aurait pas évincé le général Tawfiq parce que le général Tawfiq lui a servi pendant les 3 mandats précédents et donc il n'avait pas objectivement et stratégiquement de raison de s'en séparer. Et donc, le général Benhadid, on est arrivé à la conclusion que si ça s'est quand même fait, c'est parce que le président Bouteflika n'est plus réellement aux manettes et que c'est son frère, Saïd Bouteflika, qui l'a décidé. Évidemment, le fil de la discussion nous a amené à lui poser la question, quelle est la motivation de Saïd Bouteflika? Pour lui, il veut succéder à son frère. Donc c'est une des lectures de la succession. Alors, cet événement, en fait, est un moment dans l'évolution de ce que j'ai appelé tout à l'heure, la sortie de l'école de sciences politiques. C'est pas l'école politique, c'est l'école d'interprétation de ce qui se passe. C'est une école de sciences politiques qui explique en Algérie la dualité et la toute-puissance du DRS. Bon. Moi, j'ai toujours soutenu, 2015 à mon avis l'a montré, que le modèle classique, dominant de la gouvernance en Algérie, c'est tous derrière un homme. C'est pas le pluralisme, c'est pas la collégialité. C'était le cas derrière Msali El-Hadj, quand c'était possible, quand on est passé... Le modèle collégial, c'est un modèle transitoire de crise. Dès que on se recompose, dès que les factions, on va pas parler de clans, dès que les factions arrivent à trouver un compromis, elles s'alignent derrière un homme fort. Elles se sont alignées derrière Boumediene, elles se sont alignées au bout d'un moment derrière Chadli, il a mis un peu de temps pour asseoir son autorité, et c'est ainsi à chaque fois. Et ces factions se sont alignées au bout d'un moment derrière Bouteflika. Le génie politique de Bouteflika, c'est d'avoir laissé penser encore pendant le 3e mandat qu'il n'était pas le maître à bord. Mais en fait, le pouvoir algérien s'était retrouvé son Bonaparte et s'était aligné derrière le président. Et on a fini par le découvrir sur le tard, au moment où il fallait faire les décantations, que le vrai maître à bord, les grandes nominations, la gestion de la classe politique, la gestion des affaires, l'attribution des marchés, etc., c'est la présidence de la République. Il y a une partie de partage relativement de gestion, de sous-gestion, mais le DRS a largement perdu la main depuis longtemps. Voilà. Et 2015, l'Algérie est une république qui aime bien instaurer des monarques. Le modèle de gouvernance politique en Algérie, c'est un modèle de type bonapartiste. C'est-à-dire les factions au pouvoir dominantes, en général, c'est des factions qui sont pas dans... Parce qu'à un moment donné, Abed a dit que les classes populaires auraient pu, ont peut-être à un moment donné détenu le pouvoir, elles n'ont jamais détenu. C'est de s'aligner à chaque fois. Ça règle les problèmes. C'est notre culture anthropologique du village qui veut qu'on se mette derrière un homme fort. Alors ça... Il y a eu un prisme pendant longtemps qui nous a faussé la lecture de la situation politique. Quand Bouteflika a voulu faire un 3e mandat, il l'a fait. Quand Bouteflika a voulu faire un 4e mandat, il l'a fait. Personne ne s'est opposé à cela. Aujourd'hui, il faut reprendre la main il faut rapprocher la lecture politique de la situation en Algérie. Il se trouve que ça se dévoile, ça devient transparent, ça devient évident à un moment où le pouvoir présidentiel est devenu faible. Dans ce cas, Jafar essaye de parler de l'état de droit. On est loin de cet état de droit. Pour rester sur la question, on a parlé de restructuration des RS, on a parlé de purge, on a essayé de voir, justement, j'allais te redonner la parole. En une seconde. Ce que je dis pas là, l'arrestation du général Benhadid n'aurait été pas possible sans l'assentiment de Bouteflika. L'arrestation du général Hassan, en dépit de la lettre de Jean Tawfiq, n'aurait pas été possible. Alors sans ma question rien n'est possible. Rien n'est possible sans l'accord politique de Bouteflika. Il y a eu le général Hassan, il y a eu Mejdoub, il y a eu Mhenna, tous des détracteurs de Bouteflika, à l'exception peut-être
ils sont tous opposés, à l'exception peut-être du général Médienne. Je pose la question pour essayer de comprendre. Moi, je suggère à Hissène, qui n'aime pas beaucoup le général Toufik, je lui suggère de faire une interview de Toufik, comme ça, il sera sûr qu'il sera arrêté dans la foulée. Mais ceci dit, ce que montre la position de tous ces généraux, c'est que ils ne sont rien en dehors de l'appareil, ils sont tout quand ils sont dans l'appareil. C'est un classique. On n'invente rien, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on découvre. Par contre, quels sont les éléments qui permettent de faire partie de cet appareil, de ce système-là? C'est toute une carrière d'obéissance. C'est une carrière. On oublie que c'est des généraux. Un général, c'est 50 ans de carrière. Hein. Le général Hassan est entré dans l'armée il y a 50 ans. Ahmed Yahya obéit à qui aujourd'hui? Ahmed Yahya a été attribué pendant très longtemps. Abdelmalek Sellal, mahsoub à la DRS depuis très longtemps. Oui. À qui il rendait compte aujourd'hui? Au président Bouteflika. Bon. Saïd Bouteflika, même pas. Bon. Oui. Bon. Alors, il est où le DRS donc? Elle est où la capacité du DRS à manager stratégiquement l'état profond dont on parle? Non, voilà. C'est une autre question. Je peux te dire que, je crois qu'on en a parlé en 2 mots. Le pouvoir qui était entre les mains du DRS de manière essentielle entre les mains du DRS. Situation de crise. A glissé progressivement pour aller à l'état-major. Aujourd'hui, Yahya obéit à l'état-major. Gaïd Saleh est entre les mains du président de la République. Il a le bouton. Il peut l'enlever à n'importe quel moment. C'est pour ça que à n'importe quel moment. Peut-être c'est un regard externe, peut-être on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Algérie n'arrive pas à évoluer dans sa politique qui est construite, avant elle était construite sur des figures historiques de la Révolution, après des figures du combat et de la résistance, et aujourd'hui elle est construite sur des généraux, alors que ces généraux sont censés être dans leur caserne, gérer la sécurité du pays et de ne pas se mêler de politique. Alors ma question... Et là, on vit dans un pays où on a l'impression que chaque général a son char. Un char humain avec un champ de bataille social. Alors, attends. Oui. Est-ce que la page des gens viristes, est-ce que la page des gens viristes est définitivement fermée? C'est pas, à ce moment-là, ce ne serait pas l'histoire qui les aurait condamnés. C'est un angle. C'est bien placé ce bout de fleur. Je vous pose la question. Vas-y. C'est un angle, effectivement. Toufik, c'est le dernier des gens viristes. C'est ça le groupe de militaires qui a arrêté les élections en 91, fin 91, qui a pris le pouvoir, qui a imposé sa méthode de vote. Ce groupe-là vient de perdre. Même si les gens comme Tartag, etc., c'était des gens qui ont servi ces généraux, mais le groupe au sens politique, ce groupe-là, arrive à son terme. Mais en même temps, ça ne résout pas l'équation du régime, parce que cette idée de bonapartisme, etc., oui, mais toujours c'est le jma'a, ça fonctionne comme ça, c'est le jma'a. Voilà. Je crois pas que quand on dit le groupe des gens viristes c'est fini, je crois qu'on est dans l'erreur, dans le sens où c'est vrai il n'y a plus de général janvieristes physiques, mais le général Tartak, les généraux qui sont aux commandes, ils ont le même profil. On parle du groupe politique. Il n'y a pas de problème. Voilà. Deuxièmement, la situation politique d'aujourd'hui n'est plus celle de ce janvier-là. Elle est dépassée. Il y a une autre situation qui est créée et donc qui va générer une confrontation d'un autre type. Le janvier opposé, on va dire, Ali Belhadj, Khaled Nazar. Aujourd'hui, on est dans une configuration Saïd Bouteflika, Ali Haddad, je ne sais pas qui. Donc, les généraux, les gens qui vont se greffer dans cette lutte auront forcément un profil différent. Mais justement, on vit une situation où on a un président qui n'est pas condamné par un processus électoral, mais il est condamné par un processus naturel de sa condition humaine. Quelle est la lecture? Quelle personne? Quelle alternative?
quel personnage va-t-il diriger l'Algérie de demain? Ben Hadid s'est posé la question, il est en prison, mais il a proposé des réponses, il est en prison à cause de ses réponses. Il dit que le système aujourd'hui ne peut plus reproduire ce qu'il faisait avant. L'ANP a perdu par la faiblesse de ses responsables, c'est Ben Hadid qui parle. Il dit Toufik a fait un mauvais choix en reproduisant Bouteflika, il n'aurait pas dû. Il dit que le général Gaëd Saleh n'a pas l'autorité, la légitimité suffisante pour réunir l'armée autour d'une candidature. Je crois que ça lui a aussi beaucoup coûté. Et il a décrit ce que nous parlons aujourd'hui, l'ancienne capacité de l'ANP à générer une solution seule est morte. Et son grand stress vient de là. Voilà, il vient de là. Et la capacité de l'autre côté, donc du clan présidentiel et du milieu d'affaires, les oligarques, dirait Madame Hennoun, ne sont pas en mesure, ne sont pas assez forts, je suis d'accord avec Abed, ne sont pas assez forts pour en générer une. On est entre ces deux-là, ces deux situations-là. Mais cette école de sciences politiques, j'y tiens, qui continue parce que moi ça m'embête beaucoup parce que ces gens-là sont écoutés à l'étranger. Ces gens-là s'expliquent. Bon, ce sont des gens brillants. Qui maîtrisent la communication. Mohamed Hachmaoui, c'est pour ça que je suis très attristé qu'ils continuent d'écrire ce qu'ils écrivent aujourd'hui. Parce que c'est écouté à l'extérieur et les gens ne refusent de regarder la réalité. Les ambassades, les décideurs à l'étranger, ils continuent à croire qu'il y a quelque chose qui s'appelle DRS, Islam, etc., qui est toute puissante, qui décide de tout, et des douanes Bouteflika. Ça les arrange de dédouaner Bouteflika. Fondamentalement, les puissants du monde, ça les arrange de continuer à parler d'une dualité de pouvoir en Algérie pour protéger ce qui est, de mon point de vue, leur allié en Algérie, le système Bouteflika. Voilà. Et cette école-là ne veut pas se réformer. Cette école continue de faire rentrer dans le moule de cette pensée préemptée. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Non, c'est pas ce qui se passe, c'est le DRS. D'accord, mais... Il faut lire le papier, le dernier papier d'octobre 2015 de Mohamed Hachmaoui, qui fait une relecture de tous les événements depuis Zeralda jusqu'à aujourd'hui pour dire c'est tout ce qui est derrière. Pardon Sohila, si je comprends bien, après les 4 cycles Bouteflika, ça veut dire l'Algérie de demain ne pourra plus utiliser les formules magiques qui ont été utilisées par le passé et le passé récent. Vous permettez que vous permettez. C'est ça la crise, c'est-à-dire la crise du régime, parce que le régime n'arrive plus à trouver les modalités habituelles de désignation, de coopter un nouveau président. Il y a un problème aujourd'hui quand on dit succession, c'est une bataille, l'actuelle bataille qui se déroule, les 19, Toufik, c'est ça, c'est cette incapacité à générer. Moi, mon point de vue, c'est que, si je peux dire une chose, mon point de vue, c'est que ce que dit Hassan qui se trompe, c'est pas Hachmaoui et Adil Houari, dans la mesure où la décision Adil Houari et Hachmaoui se trompent à la marge. Ils continuent à placer le DRS comme colonne vertébrale du pouvoir. À mon avis, oui, on est d'accord. À mon avis, ce n'est plus le cas. Si c'est une toute petite erreur. Mais si on dit, moi je préfère dire c'est l'appareil militaro-sécuritaire. Et là, ça englobe avec des rapports de force internes. Ça dépend, tu as un chef d'état-major puissant, un chef du DRS puissant, comment se noue, comment se compose, comment se fait la décision. Mais je persiste à dire que la décision se fait encore dans cette boîte-là. Pour sortir de ce conflit, c'est ma dernière question avant de prendre une petite pause. 2015 aura marqué une chose, et l'histoire était patente quand même. On parlait des gens viristes, on parlait des gens qui ont vécu cette année des années cette terrible période des années 90. C'est pas l'histoire qui les a condamnés en 2015. Elle risque peut-être de ne jamais le faire puisque Bouteflika l'a fait. Donc, je voudrais quand même votre point de vue sur cette question. C'est quoi la question ? Tous ces généraux des années 90 auraient dû un jour peut-être être condamnés par l'histoire ou devoir s'expliquer sur une période de l'histoire. Ils ne le feront peut-être jamais parce que le président de la République les a déjà condamnés et ils sont il les a pas déjà condamnés. Il les a sauvés. Je vous pose. Alors c'est une question. Je vais répondre. Oui, c'est très bien. Il y a eu quelques généraux qui ont été enlevés, certains sont poursuivis, mais Bouteflika, il faut revenir, la loi sur la concorde nationale a absous, et elle a écrit l'histoire, elle a dit que les généraux, l'armée, c'est les bons, les autres c'est les méchants, et que même on est interdit de trop traiter de cette histoire. Donc
Non, il ne les a pas jugés. Bouteflika, il les a absous. Il les a absous. Oui. Non. Maintenant, il y a les détails. Général Hassan, etc. Ça, c'est des détails. C'est votre point de vue aussi. C'est bien, voilà, j'ai eu ce que je voulais. Une petite pause. Et à tout de suite, on continuera à parler de l'actualité de l'année. Voilà, c'est parti pour la suite du CPP. Qu'est-ce qui peut bien plomber Hassan Haddouche? Peut-être les derniers chiffres du déficit. Je te pose la question. Je ne vais pas vous répondre tout de suite sur le déficit. Moi, je voudrais mettre une note d'optimisme dans cette émission, parce que je trouve qu'elle est un petit peu déprimante. Moi, je considère que tout à l'heure, je voudrais rebondir sur c'est peut-être un lapsus de notre ami Jafar Saïd, qui est certainement notre meilleur spécialiste d'analyse politique. Mais je veux dire, il nous a dit tout à l'heure, il faut reconstruire l'état de droit en Algérie. Mais il ne faut pas reconstruire l'état de droit. On n'a jamais eu d'état de droit. Donc il faut construire l'état. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Il faut construire l'état de droit. Tout est à construire. Entièrement d'accord. Ça se Une construit. fois n'est pas coutume. Tu as cité Farhat Habas. Je suis absolument d'accord. C'est l'apôtre de l'état de droit, mais depuis la veille de l'indépendance, depuis avant l'indépendance. Bon. Il s'est même un peu trompé d'état, mais c'est pas grave. Peu importe. Bon, moi je suis heureux que Jafar Saïd cite Farhat Habas. C'est pas très courant d'ailleurs. Bon. Alors, bon, d'accord. Très bien, mais je veux dire, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé en 2015. Bon, en 2015, le problème, c'est pas qu'on n'a pas construit l'état de droit. Bon, je veux dire, c'est un chantier de longue haleine. Je suis beaucoup moins pessimiste que vous, si vous voulez, sur les signaux qui sont donnés par le système aujourd'hui. Moi, je considère que le système aujourd'hui donne des signaux positifs. Bon, je vais pas revenir sur la disparition ou non de la police politique. Moi, je pense qu'il y a des signaux qui vont dans ce sens-là, qui sont relativement positifs. Je pense effectivement qu'il y a des lectures qui datent aujourd'hui. Des lectures, c'est des espèces de rentes intellectuelles qui datent des années 90. Qui sont à mon avis dépassés par l'évolution. Mais bon, on nous pose la question sur qu'est-ce qui s'est passé à mon avis d'important en 2015. Ce qui s'est passé d'important en 2015, disons, je parle de 2015, dans la dernière période, en particulier sur le plan économique, c'est un certain nombre d'annonces, disons, en matière de réforme économique. Enfin, disons, lorsqu'on nous a posé la question à la fin de l'été, en septembre, on était avec la loi de finances complémentaire, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune annonce. Il n'y avait aucune annonce officielle. On savait qu'à l'intérieur du gouvernement, il y avait des batailles, etc., des luttes d'influence, etc. Bon, on s'aperçoit maintenant que, avec la loi de finances 2016, mais aussi avec d'autres annonces, avec des annonces supplémentaires, disons, il y a un vrai virage économique qui a été pris par l'exécutif. Enfin, qui a été pris par l'exécutif. Alors, ce virage économique, il est contenu dans la loi de finances 2016, mais il est aussi contenu dans les annonces qui sont faites par différents ministres, disons, qui nous parlent, par exemple, en fait, ils nous parlent de réformes structurelles. C'est-à-dire qu'ils ne nous parlent pas juste d'un ajustement conjoncturel de la politique économique du pays à la baisse des prix pétroliers en attendant des jours meilleurs et la remontée du pétrole. De la politique sociale? Non, je parle de la politique économique. Je pense qu'on a trois problèmes économiques fondamentaux chez nous depuis des décennies. Les trois problèmes économiques qu'on a, les trois fardeaux qu'on porte, c'est premièrement, le système de subvention, deuxièmement, des entreprises publiques déficitaires, structurellement déficitaires, et troisièmement, c'est qu'on n'a pas de marché financier. Il se trouve que sur ces trois aspects-là, sur ces trois questions-là, les annonces de l'exécutif et les premières mesures qui sont prises s'adressent à ces trois problèmes-là. Donc, il y a une vraie démarche méthodique, systémique, structurelle qui s'adresse à, disons, qui s'adresse mais que tu as trouvé quand même insuffisante, et largement insuffisante. Oui, mais évidemment, parce que c'est insuffisant. Pourquoi? C'est insuffisant. Pourquoi? Moi, je serai Sillal. Mais attendez, est-ce que je termine? Juste une phrase. Moi, je serai Sillal, je vire Hamid Green et je prends Hassan Haddouche. Mais je veux dire, si on adopte ce ton-là, je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un qui est en extase devant, disons, les propos de tel ou tel ministre. Je suis pas quelqu'un qui est en extase systématiquement dès que Mouloud Hamrouche ouvre la bouche. Bon, moi, j'ai jamais fait l'éloge du gouvernement. Là, je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des annonces concrètes, et on parle de dossiers concrets, de mesures concrètes, disons, qui s'adressent à des problèmes, à des fardeaux que traîne l'économie algérienne, qui s'adressent aux réformes de structure nécessaires de l'économie algérienne. Ces réformes de structure, elles sont réclamées par la
totalité des économistes algériens depuis plus de 10 ans. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des annonces concrètes, précises, qui sont faites sur ces 3 dossiers. Qu'il s'agisse de la privatisation des entreprises publiques, qu'il s'agisse des subventions ou qu'il s'agisse du du développement des marchés financiers, il y a dans ces 3 domaines-là, qui sont les problèmes qui datent de plusieurs décennies, les fardeaux, les boulets que traîne l'économie algérienne depuis 30 ans, il y a des mesures qui sont annoncées, qui sont prises. Si je peux placer un mot. Hassan, il a dit beaucoup de choses et en même temps, il a rien dit. Il a rien dit parce que cette situation qu'il est en train de décrire, on va en 1986-87, on prend le gouvernement Brahimi face au contre-choc pétrolier de l'époque, on va trouver exactement les mêmes velléités. On va les retrouver. On va trouver dans la loi de finances blocage des recrutements. On essaie le système des subventions. On a commencé à le revoir. À l'époque, on n'évoquait pas les privatisations, mais on a accéléré l'autonomisation des entreprises. Dans cette perspective-là, le système bancaire, évidemment, il n'était pas question d'avoir un système financier autonome, mais on va dire en termes de démarche, c'était la même chose. C'était la même chose. Sauf que il y avait 3, 4, 5 ans de retard par rapport à la réactivité nécessaire. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte différent et beaucoup plus agressif. Nous sommes dans la même configuration. C'est-à-dire avec un gouvernement qui est face à un contre-choc très dangereux, veut réagir, a des effets d'annonce, mais qui est très en retard. Et ce sont les réformateurs de Nebni, tout à l'heure il disait, de Nebni qui le disent, les premiers, ils disent les mesures que propose aujourd'hui sur les privatisations, sur l'amélioration du climat des affaires, sur le système de subvention, tout ce que propose le gouvernement aujourd'hui, c'est excellent, ça aurait été excellent en 2011-2012. Moi, je remarque que sur le plan économique, l'autorité algérienne ne communique pas avec la politique d'Koul ou Bella. Comme si un papa ramène un salaire à ses enfants qui sont dans l'incapacité de travailler ou qui sont pas en âge de travailler, et tu dois te contenter. Je distribue, j'assure, et je n'ai aucun compte à rendre. Par exemple, là, je suis impressionné par comment le pouvoir algérien arrive à gérer cette communication économique. Par exemple, il la gère pas. Il peut dire, parce que les prévisions, et il a des études la privatisation le pétrole, a fait un problème. Elle n'aurait pas dû faire problème. La privatisation a été déjà entamée. Que le dans les années 2000, rebondir, ça a été présenté comme si c'était quelque chose de nouveau. Il gère pas. Mais il y a déjà des études, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises pétrolières occidentales qui ont intérêt à ce que le pétrole remonte pour faire des affaires et redevenir rentable et ouvrir d'autres champs. Non, je veux dire, il y a des études qui disent dans 3 mois, le pétrole va retrouver ses $50. Dans 6 mois, il va peut-être retrouver les 60. Et l'autorité algérienne ne prend même pas cette communication pour assurer la population. Ça veut dire pour eux, ils n'ont aucune communication, il n'y a pas de visibilité. Attendez, Hassan, je te donne la parole. Est-ce que, en retard ou pas, est-ce que le fait que l'État aujourd'hui ne revienne pas sur sa politique sociale n'est pas un acquis déjà, parce que bon, on peut dire que ça aurait pu intervenir il y a 5-6 ans. On y est. D'accord. On va y aller encore plus vite. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je voudrais répondre là-dessus. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Encore une fois, on réclame c'est la communauté des économistes algériens en totalité qui réclament depuis 10 ans des réformes économiques. Bien sûr qu'on est en retard. Bien sûr qu'il aurait fallu les faire il y a 5 ans, il y a 10 ans. Bon, mais il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On les fait aujourd'hui. On commence à les faire aujourd'hui. Il se trouve que bon, alors évidemment, c'est une conjoncture particulière. Il y a la crise pétrolière qui nous oblige à le faire. Il y a l'affaiblissement de la santé du président. Je pense qu'il y a une espèce de carte blanche qui a été donnée au gouvernement Sellal pour faire des réformes économiques. Et effectivement, le président qui semble s'être un petit peu retiré de ses dossiers. Bon, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que, encore une fois, on n'est plus royaliste que le roi. Il y a des annonces qui sont faites, il y a des mesures qui sont prises. On ne peut pas faire un Big Bang. On n'a pas besoin de faire un Big Bang, d'ailleurs. Alors, sur la question du Big Bang, on passe sur la question de la politique sociale. Je voudrais répondre en plus sur la communication. Sur la communication. Encore une fois, je veux dire, il y a 2 mois, depuis 1 mois et demi, 2 mois, il y a Louisa Hanoun qui fait une conférence de presse par jour. Je veux dire, s'il fallait répondre à Louisa Hanoun tous les jours, le gouvernement, il ferait que ça. Le gouvernement, son rôle, c'est pas de répondre à Louisa Hanoun. Le ministre des Finances, il
autre chose à faire. Qui peut répondre? Il n'y a pas de communication. D'accord. Ils essaient de communication, mais voilà, on peut pas. Est-ce qu'on peut répondre à ma question sur la politique sociale du pays, Big Bang ou pas? On est en train d'avancer sur la question. Malgré tout, c'est Abed qui va parler. Je pensais qu'il doit répondre à cette question-là. C'est ce qui nous dit qu'on n'a rien fait. Donc tu défends l'idée du Big Bang. Je constate qu'on n'a rien fait. Tu trouves qu'on va pas assez vite. Depuis que tu as fait référence à Hamrouch, là, il est coulé. Non, ça lui a fait. Non, mais c'est la question. Non, mais la question s'adresse à toi, Khadi, puisque tu nous dis on n'a rien fait. Donc il faut faire un Big Bang. Alors, s'il vous plaît. Explique-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Là, je vais répondre. La difficulté de parler avec Hassan, c'est que il pose à l'économiste comme si nous, on ne s'est pas aligné 2 dinars plus 2 dinars, que le pétrole c'est pas cher, que c'est absurde le prix du pétrole. Mais on le sait, on le dit 1000 fois. On te dit seulement que nous avons un système rentier qui fonctionne sur une redistribution inégalitaire de la rente et que ça crée une situation politique et que les mesures qu'on prend ne sont pas d'ordre technique. Il y a de la politique dedans. C'est tout. C'est tout ce qu'on te dit. Ce que dans ce débat du Café Presse, on a apporté, c'est notre réserve vis-à-vis de la capacité du gouvernement à faire de cette inflexion une réponse efficace face au contre-choc. Contrairement à la plupart d'entre vous, c'est mon avis. Je ne juge pas les personnes. Je ne juge pas les personnes. On ne juge pas les personnes. C'est un système qui est incapable de mener de front. Alors, je prends un exemple. La capacité de faire aboutir une réforme. Le Nebni est parti avec 100 propositions. Ils sont passés ensuite à un plan d'urgence de 12 propositions. Ensuite, ils se sont rendus compte que même 12 gouvernements n'étaient pas en mesure. Ils sont descendus à 6. Après, ils ont proposé la delivery unit, c'est-à-dire une sorte de cellule parallèle qui mettrait en œuvre ce que le gouvernement n'arrive pas à faire bouger. Voilà, c'est l'administration. C'est l'administration. Très bien. Donc voilà, sinon, c'est ça qu'on a interrogé. Aujourd'hui, l'inflexion existe au niveau velléitaire mais nous savons, je me permets de dire, moi je sais que au niveau de la volonté politique. Velléitaire, c'est péjoratif. Au niveau de la volonté politique. On n'ira pas au bout. Heureusement qu'il y a une autre émission la semaine prochaine. On va quand même terminer sur restons sur l'optimisme de Hassan. Non, on va finir avec de mauvaises nouvelles du monde. Elle est dépressive, elle a été déprimée par l'année 2015, donc on ne peut pas discuter. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Moi je trouve, quand on parle avec un banquier genevois, suisse, banquier suisse, il dit, dans un pays comme l'Algérie, qui depuis plusieurs années, il n'arrive pas à augmenter la capacité d'un transfert monétaire à moins de 2 jours, c'est un grand échec. Aujourd'hui, si on veut faire un transfert vers l'Algérie, ça dure 2 semaines et parfois au-delà de ces 2 semaines. Chez quelqu'un qui cherche une opportunité, c'est plus intéressant. L'affaire ne l'intéresse plus. Et tant que le système bancaire et financier reste archaïque, pas efficace, je pense que l'Algérie peut toujours prier jour et nuit pour que le pétrole reste une rente qui assure le quotidien. Voilà. J'ai une précision là-dessus. Non, encore une fois, pour donner un signe positif, il y a des choses qui se passent dans ce pays. Hassan le sait parce qu'il gère une entreprise. Il y a 3 ans, pour faire un virement en Algérie, il fallait 2 mois. Il fallait 2 mois pour que l'argent passe d'un compte à l'autre. Aujourd'hui, ça prend 3 jours. Il y a une réforme du système de paiement qui a été faite. D'ailleurs, vous savez par qui elle a été pilotée essentiellement, cette réforme du système de paiement en Algérie? C'est-à-dire une réforme... Elle a été pilotée par Abdelrahman Ben Khalfa. Moi, je travaille... et figurez-vous, interrogez les spécialistes et vous verrez qu'il était coordinateur de cette opération en tant que délégué général de la BEF. Abdelrahman Ben Khalfa a dit en avril que le paiement électronique, le paiement sur Internet serait opérationnel à partir du mois de juin. Je vous parle 2015. Je parle du système de paiement. Je ne parle pas du paiement électronique. Je parle des c'est vieux. Abdelrahman Ben Khalfa. Il y a 3 ans. Abdelrahman Ben Khalfa a dit en avril 2015 que le paiement sur Internet et électronique serait opérationnel à partir de fin juin 2015.
allez payer. On n'est pas prêt, c'est pas Allez, prêt. Moi, j'ai refait mon passeport en une semaine et je reste quand même démoralisée. C'est pour ça qu'il y a des vraies avancées dans l'administration algérienne. Arrêtons de dire que c'est tout laïque, c'est pas vrai. Bon, ok, on en reparlera la semaine prochaine encore, c'est pas fini. Vous aurez encore toute une émission. Sid Ahmed, j'aimerais qu'on revienne un petit peu avec toi sur tes déplacements au Proche-Orient, au Moyen-Orient, parce que ça a fait l'actualité cette année. On a beaucoup parlé de Daesh, on a beaucoup parlé de la Syrie, on a beaucoup parlé. J'en profite pour revenir sur ton livre, Attentat Express. Je vais faire de la pub aux éditions Le Seuil. Ton regard. Livre que j'ai coécrit avec Caroline Poiron et Patrick Valélian. Et dans la conclusion, on a écrit que le salut de Assad, du régime de Bachar al-Assad, va passer par le terrorisme, mais un terrorisme aveugle, parce que pour masquer les atrocités de ce régime, il fallait créer un autre monstre encore plus sanguinaire, et ce monstre va essayer de rebrancher le tuyau des discussions avec les puissances occidentales qui, depuis New York ou Genève, décident de la marche du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on voit que même Obama dit, alors que pendant 4 ans, il a dit il faut que le régime de Bachar quitte la scène, il n'y a aucune possibilité de dialogue avec lui. Tu voudrais dire que c'est Bachar al-Assad qui a créé le Daesh. Il parle de l'Algérie de 1997, voilà. Non? Tu voudrais qu'il l'a créé. Il profite de ça. La responsabilité de Bachar al-Assad est immense, mais dire qu'il a créé Daesh, c'est une fumisterie. Est-ce que j'ai dit il a créé? Je veux dire, il a encouragé, et il fallait un acteur qui soit barbare et atroce. Moi j'avais pensé qu'il en prend. Je me permets de polémiquer. Oui. Le régime Bachar al-Assad, c'est un échec tragique, parce qu'il était jeune, il aurait pu être le réformateur de son pays, il a mal compris les demandes qu'il y avait dans son société. C'est un Sellal qui a échoué. Oui, c'est un Sellal qui a échoué. Voilà, tragiquement d'ailleurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que très rapidement, la situation en Syrie est devenue un problème géopolitique. Tu avais les Saoudiens, les Qataris, tout le monde est intervenu dans le dossier syrien, et on peut plus continuer à rester au point initial. C'est vrai. Comme fut le Liban hier. Mais aujourd'hui, le débat, on veut nous imposer, est-ce que Bachar part ou ne part pas? C'est un faux débat. Je suis convaincu que pour l'écrasante majorité des Syriens, Bachar n'est pas leur avenir, mais il est encore un de leurs présents, et ils doivent faire avec pour trouver une